Bonjour et bienvenue pour cette première de Igor STP, un français prétentieux persuadé d'avoir la science infuse et qui n'hésitera pas à l'étaler, le tout avec une prononciation anglaise assez médiocre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire musicale qui a été surmédiatisée dans les années 90 et qui a bouleversé l'histoire d'un petit groupe de musique. Il s'agit de l'affaire Bittersweet Symphony. Voici son histoire. The Verve est un groupe de rock britannique fondé en 1989. Après deux premiers albums sans véritable succès, le groupe doit attendre la sortie de Urban Hymns, leur troisième album en 1997, pour se faire connaître mondialement, notamment grâce à la chanson Bittersweet Symphony. Malheureusement, ce morceau va connaître la plus grande descente aux enfers de l'histoire des droits musicaux et se verra kidnappé comme la fille de Liam Neeson dans le film Taken, sauf qu'à la fin de cette version, il ne sauve pas sa fille et celle-ci se fera fourrer jusqu'à la fin des siècles. Amen. Pour connaître l'histoire de Bittersweet Symphony, il faut revenir au milieu du siècle dernier, en 1958 plus précisément. Cette année, les Staple Singers, un groupe de gospel blues afro-américain, sortent le morceau This May Be the Last Time. Je vous laisse écouter. 7 ans plus tard, en 1965, les Rolling Stones publient une chanson intitulée The Last Time, qui est le premier single écrit en collaboration par Mick Jagger et Keith Richards à atteindre la première place des ventes britanniques. Enfin, pas vraiment 100% écrit par nos deux compères, car le refrain reprend quasiment mot pour mot le refrain de This May Be the Last Time des Staple Singers. Après, nous sommes dans les années 60, les Rolling Stones sont les rois du monde et ce n'est pas un petit groupe de gospel afro-américain du fin fond de l'Illinois qui va venir leur faire de l'ombre. Un an plus tard, Andrew Oldham, le producteur des Rolling Stones, décide de faire un répertoire de chansons des Stones en version orchestrale. Il demande alors à David Whittaker d'orchestrer le morceau The Last Time. On remarque que cette version orchestrale est une version très ralentie de celle des Stones et qu'il est donc très difficile de comparer ces deux morceaux. Quasiment 30 ans plus tard, en 1997, Richard Ashcroft, le leader et compositeur des Verve, bosse sur le troisième album du groupe. Grand fan des Rolling Stones, il déniche la version orchestrale qui jusque-là est quasiment inconnue du grand public. Il demande alors au label Decca, le label qui s'occupait des enregistrements des Stones à l'époque, s'il peut utiliser des échantillons de la version orchestrale. Il obtient l'autorisation à une seule condition: 50% des droits de la future chanson reviendront au label Decca. À partir de ce moment, Richard Ashcroft s'est basé sur la mélodie principale de la version orchestrale pour écrire Bittersweet Symphony. Il a donc l'ingrédient principal de son gâteau, mais celui-ci est bien loin d'être fini. Pour cela, il ajoute cette jolie mélodie au violon que l'on entend du début à la fin. D'ailleurs, c'est ce même violon qui nous reste en tête après avoir écouté le morceau. Il ne faut pas oublier les paroles de la chanson qui sont écrites par notre petit Richard et qui ne proviennent pas du morceau des Stones. Et encore, des petits détails propres au style du groupe. Et voilà, on obtient Bittersweet Symphony. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le single et voir si celui-ci va cartonner. Ni une ni deux, le morceau est un véritable succès et le single se vend comme des petits pains. Jackpot, The Verve détiennent enfin le tube qu'ils attendent depuis 8 ans de carrière, enfin presque. Oui, parce que le morceau obtient un si gros succès et amasse tellement d'argent qu'un certain Allen Klein va venir tremper sa bite dans le yaourt. Mais qui est Allen Klein? Revenons dans les années 60. Notre très cher Allen Klein est un businessman qui à ses heures perdues devient manager de petits groupes de musique tels que les Rolling Stones ou encore les Beatles. Mais c'est avant tout un monsieur qui connaît bien le fonctionnement du système, ce qui lui a permis de récolter énormément d'argent en tant que manager et il est notamment à l'origine du départ de Paul McCartney des Beatles, mais aussi d'une longue histoire de dette avec les Rolling Stones. Rien que ça.
D'ailleurs, dans les années 60, en tant que manager des Stones, il lègue les droits musicaux de ces derniers au label APCO, dont il est tout simplement le propriétaire. Donc, le catalogue musical des Stones et tout ce qui en découle appartient de manière étroite à notre bon vieux Allen Klein. Vous saisissez un petit peu mieux le personnage. Retour en 1997. Vous la sentez cette petite odeur? Et oui, ça sent bien la merde, parce que Monsieur Klein, il est pas du genre à dire « Bon, vous avez pris un échantillon d'un vieux truc pété qui m'appartient, dont j'avais complètement oublié l'existence, et j'aimerais bien qu'une petite partie de votre chef-d'œuvre me revienne aussi. » Bah bien sûr que non. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Allen Klein ne veut pas se contenter d'un petit pourcentage, il veut l'intégralité des droits de la chanson Bittersweet Symphony. Car même si le label Decca, sur lequel est enregistrée la version orchestrale de The Last Time, a autorisé The Verve à utiliser l'enregistrement, ce n'est plus ce label qui dispose des droits d'auteur des Stones, mais bel et bien le label APCO suite au transfert effectué par Allen Klein dans les années 60. Vous voyez comment le domaine musical est un business bien tordu. Mais vous vous dites qu'il y a quand même un accord signé pour que The Verve puisse utiliser un échantillon de la version orchestrale, et donc ils ne peuvent pas perdre l'intégralité de leurs droits sur Bittersweet Symphony. C'est quand même impensable. Eh bien si, car Allen Klein, pour avoir 100% des droits sur la chanson, va dire que The Verve ont trop samplé la version orchestrale, on entend l'échantillon du début jusqu'à la fin du morceau, et que ça, ce n'était pas dans les clauses du contrat. De plus, avec l'importance de ses moyens, il va se payer les meilleurs avocats et la justice va lui donner raison. Pour la modique somme de 1000 $, je dis bien 1000 petits dollars, Richard Ashcroft vend ses droits d'auteur à Allen Klein. Donc 1000 $, c'est la somme exacte pour aller bien se faire enculer. Récapitulons. En gros, toi tu veux faire un putain de gâteau au chocolat, mais manque de bol, t'as pas de chocolat. Ouais, t'es un peu con, mais tu t'es chauffé à faire un gâteau au chocolat et pas un putain de cake au citron, donc tu tiens ta promesse. Du coup, tu vas sonner chez ta putain de voisine pour savoir si elle a du chocolat. Magnifique, la voisine retrouve une vieille tablette de chocolat oubliée au fin fond d'un vieux placard et cette tablette provient d'une grande marque de chocolatier et cette grande marque de chocolatier s'est appropriée de manière assez louche une exploitation de cacao pour faire son chocolat. En contrepartie de la tablette, la voisine te demande la moitié du gâteau que tu vas faire. Et comme t'es pas un crevard et que la voisine est plutôt bonne et qu'elle t'a bien dépanné, tu acceptes le deal. Donc tu rentres chez toi, t'as ton putain de chocolat, tu rajoutes la farine, les œufs, le beurre, le sucre, le tout à cuisson parfaite et tu obtiens ton magnifique gâteau. Réussite absolue, ton gâteau est tellement bon qu'un putain de diabétique serait prêt à en mourir pour y goûter. Du coup, comme convenu, tu files la moitié du gâteau au chocolat à ta putain de voisine, mais ton gâteau fait tellement saliver tous les gens du quartier que le mari de la voisine se souvient que c'est lui qui a acheté cette putain de tablette il y a fort longtemps. Sauf que le mec, il est pas là pour rigoler. C'est un putain de lieutenant nazi et un adepte de la délation et qu'il ne veut pas se contenter d'une petite part du gâteau. Il veut son intégralité parce que c'était quand même sa foutue tablette et qu'il en a rien à foutre de la farine et de tout le reste que tu as combiné pour avoir ce magnifique gâteau. Mais toi, tu essaies de le raisonner parce que sa femme t'a quand même donné l'accord d'utiliser la tablette en échange de 50% du gâteau et que ces 50%, ils pourront se les partager entre eux. Mais lui, il ne veut rien entendre et vu qu'il pèse dans le game nazi, il n'hésite pas à te jeter dans un wagon pour récupérer la totalité de ton gâteau. L'histoire ne s'arrête pas là. Richard Ashcroft se fera enculer jusqu'au bout puisque Keith Richards et Mick Jagger seront ajoutés en tant qu'auteurs-compositeurs de Bittersweet Symphony. Car même si The Verve ont repris la version orchestrale dirigée par David Whittaker, les Rolling Stones sont à l'origine de cette version orchestrale avec le morceau The Last Time. Enfin presque, car ils se sont quand même inspirés librement de la chanson This May Be the Last Time des Staple Singers. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'attribuer la chanson Bittersweet Symphony à Keith Richards et Mick Jagger montre bien le côté tordu de cette affaire. En effet, il aurait été plus logique d'attribuer la chanson au chef d'orchestre David Whittaker et si on veut pousser le vice jusqu'au bout, autant attribuer la chanson aux Staple Singers. D'ailleurs, en 1999, Keith Richards et Mick Jagger sont nominés pour le Grammy Award de la meilleure chanson rock avec la chanson Bittersweet Symphony. Bien que les Stones soient impliqués dans cette affaire, il faut savoir qu'ils ont été pacifiques de A à Z et se retrouvent là malgré eux.
Tous les droits de la chanson Bittersweet Symphony reviennent à l'ex-manager des Rolling Stones, Allen Klein, qui a vu là-dedans une opportunité pour remplir encore un peu plus son portefeuille. Et il profite au maximum de son acquisition en vendant des licences de la chanson à Nike ou encore à Opel pour qu'ils puissent en bénéficier dans leurs spots publicitaires. Actuellement, la chanson est encore beaucoup utilisée dans le cinéma, la télévision ou encore dans le milieu sportif. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'humour et aussi une grande frustration que Richard Ashcroft déclare « Bittersweet Symphony est le plus grand succès des Rolling Stones depuis leur chanson Brown Sugar sortie en 1971 ». Bien évidemment, Richard Ashcroft était en tort pour avoir demandé les enregistrements au label Decca sans savoir que le label Apco disposait quant à lui des droits sur les Rolling Stones. Mais est-ce une raison valable pour prendre l'intégralité des droits sur la chanson Bittersweet Symphony ? Un nouveau pourcentage de répartition aurait été plus logique et aurait été bénéfique à tout le monde. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'une petite chanson, mais bel et bien d'un des plus grands succès des années 90. J'irais même jusqu'à parier que si la chanson n'avait pas rencontré un tel succès, rien de tout ça ne serait arrivé. Quand on connaît le personnage de Allen Klein et son passé de manager aux pratiques douteuses, on se réjouirait presque de sa mort en 2009. D'autant plus que suite à cette affaire, The Verve qui venait de se hisser au sommet de la scène mondiale, se sont finalement séparés quelques mois plus tard. Cette chronique touche à sa fin, et si t'as kiffé et que t'es pas un putain de fils de pute de nazi comme Allen Klein, tu sais ce qu'il te reste à faire.